mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui, on est le mardi 21 février 2023, il est 10h30 et nous sommes ensemble pour une heure de direct. Alors, le thème du jour, solidarité, équité, inclusion pour que personne ne reste en marge. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à former le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. L'une des principales priorités de l'État est d'œuvrer pour améliorer le niveau de vie du citoyen. Des programmes ont été mis en place visant à améliorer le bien-être des Algériens. Cela comprend des investissements dans l'éducation, la santé, les infrastructures, une politique qui s'efforce à réduire la pauvreté et promouvoir l'inclusion sociale et l'égalité des chances pour tous et pour tous les Algériens sur tout le territoire national. Alors pour en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Madame Aïda Michri. Vous êtes sous-directrice à l'organe national de la protection et promotion de l'enfance. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Et bien sûr pour sa rubrique Wicher, Wahida, c'est Michri. Bonjour Monia. Ça va? Alhamdulillah, tranquille. Alhamdulillah. J'ai l'habitude de te voir de l'autre côté, donc... Oui, même moi ça me fait bizarre. Je me sens un peu perdue, j'essaie de me repérer, mais ça va bien se passer. Il n'y a pas de souci. Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? On va parler de tout ce qui est climatique, environnement, des changements qu'on est en train de vivre actuellement. Exactement. Eh bien, Oui. Très bien. Alors, protéger et promouvoir l'enfance, assurer un épanouissement physique, intellectuel et social, l'accès à une éducation de qualité, réduire les risques et causes de la violence sont les objectifs de l'ONPPE. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Qu'est-ce qui a été réalisé justement pour l'égalité des chances et des droits pour les enfants, quel que soit son origine sociale, son lieu de vie, son lieu de naissance ou sa santé, Madame Super, une belle introduction. Vous avez quand même regroupé les grands axes du travail de l'organe national de la protection et promotion de l'enfance. Vous savez, quand on parle de l'enfant, on parle de sa famille. L'enfant, il n'est pas seul, même s'il est démuni, il est isolé, on parle de l'institution qui s'occupe de lui et bien sûr on parle des enfants orphelins, des enfants qui ont besoin d'étayage, d'accompagnement dans l'handicap, dans la différence, dans le niveau social, dans les régions isolées. L'enfant aujourd'hui, il nous a appris à travailler ensemble. C'est lui qui nous a invités à dire haut et fort quel est le manquement dans nos approches. Parce que vous savez, l'Algérie, on est parmi les pays dans le monde là où on est fier de nos institutions, on est fier de notre héritage, de notre parcours. On a des maîtres, des institutions qui ont construit énormément depuis l'indépendance. Et aujourd'hui, à quel point on peut vraiment dire que voilà, ça suffit, ou il y a toujours des manquements qu'il faut travailler justement pour améliorer nos compétences de l'écoute, de l'accompagnement, de la dénonciation. Aujourd'hui, ça, on parle de l'enfant. Avant le 2015, aujourd'hui, vous m'invitez un peu à parler de ce texte de loi, parce que vous savez, on a beau à faire les choses et à contribuer avec cœur dans la solidarité, dans le mouvement associatif, mais ce sont les textes de loi qui structurent les institutions, qui nous donnent un peu le terrain, qui nous donnent le cadre pour pouvoir vraiment travailler ensemble, mais aussi avoir les limites de nos pratiques. Et je crois que depuis la Convention internationale des droits de l'enfant, l'Algérie était parmi les premiers pays à ratifier la Convention. En 1992, voilà, le 19 décembre. Je crois que ça, c'est une date phare, parce que c'est vrai qu'il y avait un accompagnement, mais aussi une manière d'adapter les textes de loi sur l'enfant algérien. Et avoir un texte de loi qui protège l'enfant algérien, je crois que c'est ça la spécificité de ces lois, parce que ça nous permet aussi de comprendre qu'est-ce que ça veut dire protéger. Protéger de quoi? D'une agression, protéger justement ces volets. De pas mal de choses. Absolument. Et je crois que les textes de loi aujourd'hui, et aussi c'est la particularité le texte de loi 15-12 relatif à la protection de l'enfant, il cite justement les situations de danger. Ça veut dire aujourd'hui, je n'ai pas à
inventer, à réfléchir, mais peut-être on peut, oui, faire des propositions pour améliorer les choses, mais ne serait-ce qu'aujourd'hui, on a un texte de loi qui peut protéger l'enfant de l'exploitation économique, de la mendicité, de la maltraitance verbale, physique, de l'exploitation aussi sexuelle, l'agression sexuelle. Aujourd'hui, cette approche qui est dans l'éducation, le soin, la moralité, le texte de loi existe. À partir de là, il y a des équipes qui peuvent utiliser des modalités différentes pour dire ça va, mais ça ne va pas. Oui, le bien-être de l'enfant, on peut définir, même s'il y a des familles aisées, même s'il est bien protégé dans un cadre social bien développé, on peut retrouver une maladie mentale, on peut retrouver une ignorance, on peut retrouver des tabous transmis dans nos générations comme ça qui font que voilà, la fille n'a pas le droit, elle ne peut pas, elle est comme ça, ou un garçon, voilà, on peut l'étiqueter de beaucoup de choses. Je crois qu'on s'ouvre énormément sur ce volet d'enfant, mais surtout l'enfant qui porte un handicap ou l'enfant différent. Aujourd'hui, j'ai participé avec vous à travers cette émission dans plusieurs dossiers concernant l'autisme, l'handicap dans différentes formes, comment accompagner et rendre à ces enfants leurs droits pour qu'ils puissent bien profiter de leur enfance. Déjà à l'éducation, il faut savoir que le secteur de la solidarité veille à assurer une éducation, l'enseignement aux enfants à besoins spécifiques au niveau déjà de 239 établissements justement pour les enfants à besoins spécifiques sur tout le territoire national, pas forcément qu'au nord, un petit peu partout sur toute l'Algérie. Tout à fait. Moi j'ajouterais aussi le ministère de la formation professionnelle, là où il contribue justement à apporter de l'aide à ces jeunes, ces enfants, étant donné qu'aujourd'hui si on parle de l'enfant c'est 0-18 ans. Oui. Avant dans la psychologie on se limite un peu à 13 ans avec l'adolescence et puis voilà on passe devant. Le texte de loi quand même le définit jusqu'à 18 ans et à partir de là, on peut retrouver la petite enfance. Là où dans les crèches, dans les maisons, chez les nourrices, comment vraiment protéger leurs droits au développement, à l'existence, au nom, à la famille, à la protection, mais aussi l'enfant scolarisé dans toutes ses étapes, primaires, moyens, jusqu'au lycée, avec tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui, les écrans, la drogue, vraiment les réseaux informels qui peuvent vraiment nuire à nos enfants. Je crois qu'aujourd'hui, on parle de l'enfant dans toutes ses dimensions, mais aussi les institutions qui peuvent accompagner. Je souligne aussi l'apport et le soutien et le travail de la société civile. Aujourd'hui, le mouvement associatif, il y a beaucoup d'associations, des fédérations aussi, qui travaillent comme ça parce que c'est des histoires de famille. Oui. Généralement, ils sont touchés par quelque chose. Ils ont cette volonté, cette force de pouvoir vraiment accompagner l'enfant, mais aussi ouvrir sur comment aider, ne serait-ce que financièrement, organiser des journées. Moi, je crois qu'on revient à ces événements qui sont phares, clés. On fait quelque chose pour juste renforcer le symbolique de ces dates et de ce qui a été réalisé. Et puis, remercier les gens et les professionnels. Moi, je suis pour l'applaudissement de ces gens qui ont su construire sans caméra, sans reconnaissance, seuls dans leur coin. Moi, il faut probablement les applaudir et les remercier pour tout ce qu'ils ont donné. Oui, c'est vrai que la société civile est très importante pour vous aider. Vous travaillez aussi en étroite collaboration avec eux. Tout à fait. Dans tous les projets qui concernent la famille en général. Quand on parle d'enfants, on parle aussi de la maman, de la femme, de la condition de la femme qui est très importante aussi. Très, très importante. Vous savez, moi, je crois, dans mon travail à l'organe national, j'ai pu rencontrer des gens extraordinaires, mais aussi des projets extraordinaires. Aujourd'hui, si on parle de la société civile, il y avait récemment le lancement de la plateforme des associations qui font partie de l'organe national, qui est le réseau de mouvement associatif, et ça nous a permis de voir les gens de l'intérieur du pays. Jusqu'à hier, il y avait aussi un événement de don de l'opérateur Ouridou pour les associations justement qui travaillent avec l'orphelin et qui était justement pour aider les projets pour les femmes veuves qui travaillent pour nourrir leur famille, de Tamaracet, Tipaza et puis de Bijaya. On avait un cocktail de culture, mais aussi le bien, c'était cette volonté, cette aide humaine. Ils ont quelque chose de différent, c'est cette ouverture, c'est dans leur personne, ils sont
sont là pour aider, et puis ça donne une sérénité, une croyance, ils sont satisfaits de ce qu'ils offrent. Aujourd'hui, je parle de réseau de l'Organe national de la protection de l'enfance qui englobe jusqu'à 180 associations sur tout le territoire, et puis c'était une belle expérience, surtout c'était visible pendant le Covid, là où on avait vraiment besoin de ces gens informels, mais aussi formels, qui pouvaient toucher les familles de près, mais surtout signaler. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas dans ce qu'on peut donner, parce on veut bien faire, des fois on veut offrir avec cœur, mais si on ne connaît pas les textes de loi, on ne connaît pas nos limites, on ne connaît pas qu'il faut préserver la vie privée de l'enfant, qu'il faut placer des mots par rapport à d'autres, qu'il ne faut pas l'étiqueter, on peut nuire à cet enfant. Et c'est pour ça que la formation du mouvement associatif, les éléments, et puis le renforcement de ce travail autour de la question de l'enfant, nous a obligés à faire très attention. Et c'est une qualité, même sur le plan médiatique, on parle de l'enfant différemment. C'est pas un objet, c'est pas un sujet, c'est pas une problématique comme ça à part entière. C'est un individu libre, c'est un individu fort, qu'il faut vraiment chercher sa différence, le renforcer, le cadrer, puis l'applaudir pour qu'il puisse être l'homme de demain. Et puis moi je dirais, vous savez, on est tellement hérité, une société qui est comme ça œuvre dans tout ce qui est culturel, social. On avance fort vers qu'est-ce qu'on peut faire, comment apprendre à faire le ménage, apprendre à étudier, apprendre à grandir trop vite, y chercher un mari. Et puis, je crois que ce qu'il nous demandait aujourd'hui, c'est de faire profiter nos enfants vers leur enfance. Parce qu'on va finir par grandir rapidement. Exactement, mais chanceux ceux qui ont su courir dans la nature et puis profiter de leur enfance. Et puis chanceux les parents qui savent revenir, même s'ils ont des obligations, ils ont dépassé l'âge, qu'ils peuvent aussi nourrir leurs enfants et courir avec eux. Je crois que c'est ça le vrai retomber en enfance avec ses enfants. Ben oui, jouer avec eux. Ça nourrit. Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. De l'organe que je tiens vraiment à signaler, c'est le fait de regrouper les associations à travers le territoire national. En fait, ils se retrouvent autour des thématiques, ils font des propositions, ils font des ateliers et ils lancent des projets tous ensemble en même temps. Ça, c'est très important. Parce que si chacun œuvre de son côté, le projet en lui-même, il va être bon, mais est-ce qu'on va vraiment le concrétiser? Tout à fait. Mais le fait de se regrouper, ça, c'est très important. Il y a aussi un livre que vous avez édité, c'est un livre où il y a toutes les lois concernant l'enfant, où vous mettez à disposition des personnes avec des lois simplifiées, avec des termes communs en plusieurs langues. Tout à fait, il est là dans mon sac. Je me ressource toujours, exactement. On revient vers Où est-ce qu'on peut le trouver justement, ce livre? On peut le donner, moi généralement sur les plateaux ou avec les gens qui nous rendent visite, on donne un peu ces ouvrages qui sont des ouvrages clés. Parce que vous savez, les textes de loi, les juristes, ils ont besoin d'un cocktail de textes de loi. Ça veut dire les textes exécutifs, la convention internationale, les textes qui sont en lien, les personnes handicapées. Il y a toujours quelque chose. Et puis les regrouper dans un seul livre, ça devient très pratique. Exactement. Ça veut dire si on cherche l'information, on l'a. Si on cherche situation pour aider un enfant, on l'a. Mais surtout, moi, je crois que la richesse, elle était dans ce qu'on a organisé, dans les flyers et les petits livres de poche, comme ça, parce que ça, c'est comme discussion, comme des questions clés. Parce que aujourd'hui, ce qui nous est demandé, ce n'est pas de travailler avec les adultes. Les adultes le savent quelque part. Ils vont finir parce qu'ils peuvent cliquer Internet, ils peuvent le côtoyer dans les projets, le lire dans les médias. Notre responsabilité, c'est de pouvoir transmettre à l'enfant lui-même, de porter sa propre parole. Je crois que c'est ça la différence entre un enfant... ses droits aussi. Et puis, vous savez, l'enfant, c'est ça, je crois, la magie de l'être humain. C'est quand on parle à une personne, le retour de sa manière de porter ses épaules, de porter la parole et puis de s'affirmer. On a beau apprendre un texte, mais de la manière de transmettre, ça, on sait comment il est structuré de l'intérieur. On cherche des enfants aujourd'hui qui peuvent parler haut et fort, qui n'ont pas peur, qui n'hésitent pas, qui savent dire les choses, qui savent définir un peu les choses qui les concernent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dirais que même le numéro vert 1111, c'est un numéro dédié à l'enfant lui-même pour qu'il puisse vraiment trouver parole, mais aussi dénoncer les situations. Justement, la dénonciation ou dénoncer, c'est pas toujours évident, on ne sait pas à quel moment dénoncer, comment le faire. Vous avez le 1111, justement, que vous avez mis en place, ça fait déjà quelques années déjà. Depuis 2018. Voilà, depuis 2018, il y a aussi un site internet, une application en vue.
Oui, de toute façon, le signalement, lui, c'est une approche, signaler. Mais maintenant, les outils, les modalités pour approcher le signalement, il y a différentes formes, que ce soit par une lettre ordinaire, stylo, feuille, fidèle à nos moyens les plus simples. C'est anonyme. Il faut savoir que quand les gens dénoncent, ils restent anonymes. Donc ça veut dire qu'ils peuvent demander l'anonymat. C'est important pour nous quand même de connaître les personnes et de les situer pour s'assurer que la situation elle est réelle. Mais ça reste à votre niveau, au niveau de l'organe. Oui, on peut protéger l'anonymat. Ça a été fait plusieurs fois. Il y a des responsables, il y a des personnes proches. Il y a une femme qui ne veut pas divorcer, même si elle rencontre, parce qu'elle ne peut pas nourrir ses enfants, elle ne peut pas aussi tout détruire dans une famille, que discrètement, elle veut dénoncer des situations de détresse, là où il faut vraiment aider, approcher, mais surtout porter la voix. Mais je crois aussi que les gens maintenant sont formés dans l'informatique. Un site web, oui, il existe. L'application aussi de la société civile, la plateforme. Mais je dirais le numéro vert, le téléphone, il est très pratique. Aujourd'hui, vous savez, il nous a tellement emprisonnés que même dans les villes les plus retirées, on peut retrouver des enfants ou des ados avec leur portable, des parents qui ont leur portable. Je souligne que c'est un numéro vert gratuit qu'ils peuvent appeler vraiment sans payer dépenser, payer les frais. Gratuit, Aussi, ça ne s'affiche pas sur la facture de paiement. Donc ça, c'est des procédures pour protéger justement et renforcer cette culture de dénonciation. Parce que vous savez, on a appris pendant très longtemps que ça ne me concerne pas. C'est pas moi, c'est pas chez moi. Mais ça ne peut pas évoluer à ce niveau. Parce que l'agresseur de demain était le copain de votre fils dans le quartier que vous connaissez. Et puis la drogue a changé son destin. Les liens ont changé un peu dans les familles qui se déchirent. Ça a fait que voilà, on peut retrouver des enfants qui peuvent être des prédateurs, des enfants qui ont besoin d'être pris en charge, soignés, accompagnés, nourris, mais ne serait-ce que voilà, ciblés comme personne qui peut nuire à d'autres pour ne pas permettre à ce réseau de continuer. Aujourd'hui, on protège la victime, mais demain, il y aura une autre victime et ça s'ensuit si on ne fait pas barrière, si on ne construit pas ces limites pour qu'on puisse vraiment dénoncer tous ensemble. Et même si on a le moins de petits doutes, même si on a le moins de petits doutes, il faut toujours dénoncer parce qu'il faut savoir, c'est que vous, de votre côté, vous menez votre propre enquête. Tout à fait. Donc, vous n'allez pas directement, si moi j'appelle aujourd'hui, je dénonce par exemple Mounia, vous n'allez pas tout de suite réagir. Vous menez votre enquête derrière. De toute façon, regardez, rendre à César ce qui appartient à César, je crois que ça, c'est l'une des clés majeures qu'il faut. Moi, je remercie les professionnels de la solidarité dans le service du milieu ouvert. Ce sont des professionnels extrêmement généreux, qui travaillent directement avec les familles. Je crois qu'on les remercie énormément dans leur travail de terrain pour faire ces enquêtes et puis nous rendre aussi les écrits de ces situations. On peut retrouver, vous savez, dans les conflits familiaux, dans des situations, on peut se retrouver dans des situations paradoxales. Je vous raconte une version, si vous écoutez l'autre, vous allez comprendre que c'est moi probablement. L'enquête définit un tout petit peu les situations de danger, pour le définir à ce niveau, mais aussi dans des situations là où il est très palpable, des situations là où l'enfant risque sa vie, dans son milieu familial. Ça, je crois qu'on n'a pas besoin d'enquête. Ça, c'est on saisit rapidement les juges des mineurs. Je crois que c'est de la force aussi dans ce texte de loi, parce qu'il permet à ces juges des mineurs d'intervenir dans un volet juridique, mais pour réparer. C'est une réparation sociale pour qu'on puisse vraiment apporter de l'aide à ses familles, se tenir, protéger cet enfant d'un cadre là où il peut être victime de beaucoup de choses, parce que ce sont les personnes les plus proches, les parents, c'est sa famille. Mais après, si elle devient très dangereuse, je crois qu'il faut quelqu'un pour pouvoir vraiment stopper tout ça, enquêter de près, me revoir ces situations. Et ce sont des dossiers qui restent ouverts. Ça veut dire qu'on peut retrouver une petite situation, on va dire que ça s'est rentré dans l'ordre, surtout dans le milieu scolaire. On peut retrouver des enfants qui, voilà, parce qu'il y a des conflits, il y a des maltraitances, il y a des situations où ils peuvent rater une année, où ils peuvent se retrouver dans un contexte qui peut nuire à leur scolarité. L'intervention rapide peut les remettre dans le réseau. Le dossier il est toujours là. Après temps, on peut vérifier, on peut accompagner, mais aussi surveiller cet enfant pour qu'il puisse arriver jusqu'à 18 ans en paix et en force. Très bien, vous parlez du domaine scolaire justement, et là je vous propose un sujet, un bon parcours scolaire pour une insertion
sociale réussie est un droit fondamental. L'intégration scolaire des enfants à besoins spécifiques est garantie par la loi. Alors ce que je vous propose, c'est un sujet à suivre, un reportage à suivre réalisé par la journaliste Mriem Damis sur une école de déficients visuels. Et c'est tout de suite. Malgré son handicap, Mourad rejoint tous les jours les bancs de son école, dédiée aux non et malvoyants. Déterminé et engagé à étudier pour réussir son année scolaire et être le premier de sa classe. Au début, j'avais du mal à m'adapter, mais quand j'ai réussi à tisser des liens et à me faire des amis qui sont devenus comme des frères et sœurs avec le temps, c'est devenu beaucoup plus facile pour moi. J'organise mon emploi du temps et je l'applique à la lettre pour réussir. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pu avoir 15 de moyenne. L'école dispose d'espaces culturels et de loisirs pour permettre aux élèves de pratiquer des activités extrascolaires et d'une bibliothèque comprenant plusieurs ouvrages en braille pour leur inculquer l'amour des livres dès leur jeune âge. L'objectif étant de leur permettre d'avoir une scolarité normale et motivante. Les enfants aux besoins spécifiques étudient de la même manière que le reste des élèves. Ici, au niveau de notre bibliothèque, nous avons accès à tous les ouvrages et les livres dont nous avons besoin. Nos enseignants nous ont beaucoup aidés. Quand je serai grand, je voudrais devenir chercheur. Cette école de déficients visuels accueille chaque année 200 élèves et leur assure une prise en charge adaptée à leur situation et un accompagnement personnalisé selon le cas de chacun d'entre eux. L'objectif de l'établissement est d'apprendre à l'enfant à être autonome sans avoir besoin d'être assisté par d'autres personnes, et cela avant qu'il soit en 4e année moyenne. Il pourra aller acheter ce dont il a besoin, accomplir ses tâches quotidiennes tout seul sans avoir besoin d'une tierce personne. Un bon parcours scolaire pour une insertion sociale réussie, un droit fondamental. L'intégration scolaire des enfants handicapés, quelle que soit la nature de leur handicap, est garantie par la loi et s'inscrit dans le cadre du développement et de l'amélioration de l'éducation pour tous sur la base du principe de l'égalité des chances. Exactement, l'égalité des chances, on en parle aujourd'hui. Il nous a rejoint Monsieur Djemal Rahim, vous êtes chef de cabinet au ministère de la Solidarité. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci pour votre invitation à cette émission. Alors, on parle justement de scolarisation des enfants à besoins spécifiques et le ministère de la Solidarité œuvre aussi pour faciliter justement la scolarisation aux personnes en situation de handicap. Voilà. Oui, effectivement. Donc, si on parle de l'égalité sociale d'accès à l'enseignement pour des catégories particulières, un travail d'arrache-pied qui a été mené par notre département ministériel afin d'y arriver. Donc nous pensons maintenant que l'essentiel a été fait. Le fait que 33 000 élèves actuellement suivent la scolarité d'une manière tout à fait normale, et je dirais que la moitié de ces enfants sont dans les établissements scolaires ordinaires. Oui. Donc l'adhésion de l'Algérie à l'Organisation internationale de l'handicap nous a permis maintenant de donner au maximum à ces enfants au même pied d'égalité que l'enfant ordinaire. Cela, donc quelques années auparavant, cela nous paraissait impossible de réaliser, mais je pense maintenant que le climat social a changé. Ces enfants sont mieux acceptés dans les établissements scolaires. Je dirais que même les résultats scolaires obtenus par ces enfants dans ces classes intégrées nous poussent maintenant, nous donnent espoir à continuer sur la même cadence. Les dernières directives du président de la République dans le cadre du livre Braille scientifique nous donnent aussi espoir. Le fait de voir que ces enfants maintenant ont l'accès aux filières scientifiques qu'auparavant il n'y avait pas, uniquement c'était les filières littéraires. Donc nous pensons que l'égalité des chances maintenant est fournie et cela permet aux enfants maintenant de suivre une scolarité normale. Je dirais aussi la création de l'école supérieure spécialisée pour la formation du secondaire TANIM nous donne espoir qu'il y aura une émergence de milliers d'enfants
qui vont aller au lycée d'une manière tout à fait normale. Et comme ça, on peut ouvrir l'université à cette catégorie d'enfants. Et faciliter l'insertion professionnelle aussi. Donc, si on parle de l'insertion professionnelle, je dirais que le ministère de la Solidarité nationale a contribué d'une manière très franche. Le fait d'avoir les 3 centres nationaux et un centre de formation spécialisé pour la formation, je dirais, formation de métier. Oui. C'est le centre de Tipaza. Je parle aussi du centre national de Berkhadem ainsi que celui de Constantine. Donc, tout cela, il met en œuvre dans le cadre de l'égalité sociale. L'Algérie, maintenant, je dirais que, vu son statut social, l'Algérie, donc toutes les déclarations des hautes autorités politiques, que l'Algérie est un pays où le social est pris en charge, où l'égalité de chance doit être aussi, doit primer plutôt. Donc pour cela, je dirais que le nombre des établissements spécialisés et le nombre des classes intégrées qu'on a réalisé les dernières années, nous donne espoir que le proche avenir est très favorable pour l'enseignement spécialisé des catégories particulières. On encourage aussi l'entrepreneuriat aussi. Quand on parle de l'entrepreneuriat, ça va nous emmener à parler de la femme productive aussi. Oui. Donc, comme le sache, la moitié du peuple algérien est constitué de femmes. Exactement. Et donc, tout ce potentiel humain doit avoir sa place privilégiée dans le cadre du développement économique. Donc, nous avons constaté les dernières années, à travers les dispositifs que l'État a mis en exergue, je parle de la CNAC anciennement, de l'ONGEM, et maintenant c'est le ministère de la micro-entreprise qui ont contribué pleinement, je dirais l'ONGEM, parce qu'on avait cette entité qui était sous l'autorité du ministère. On a réalisé 1 million de prêts. 1 million de prêts, ça veut dire que c'est une valeur ajoutée, que c'est une valeur ajoutée, la création de la richesse pour ces familles, l'autonomie financière, et on avait une nette amélioration dans plusieurs zones. Maintenant, on peut parler de spécialisation de zones rurales dans le cadre de la production. Oui. Je parle soit de la fixesse, l'huile d'olive, toutes les huiles. Et le tissage aussi. Oui. Le tissage aussi, il revient, mais il revient d'une manière très forte, parce que là, on a essayé de mettre les nouveautés mondiales dans le cadre du développement du produit artisanal. Donc, ce produit maintenant, il est plus facile à manier, plus facile dans le cadre de la mise dans la vente de ces produits, parce que le fait de mettre plusieurs endroits où ces gens-là peuvent maintenant aller organiser soit les ventes, soit leurs produits, soit à travers la vision de mondialisation du produit algérien. Maintenant, on est en train d'œuvrer à ce que le produit algérien artisanal doit avoir sa place privilégiée au niveau international. Les différentes manifestations économiques qu'on a organisées en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères nous a permis de démontrer que le produit algérien maintenant, il a les mêmes qualités que les autres produits mondiaux. Donc cela nous amène à parler du développement de l'Algérie nouvelle. Et c'est ça, cette Algérie qu'on constate quotidiennement, une progression nette et claire. C'est l'Algérie aussi qui renforce le rôle de la femme au cœur de tous les programmes nationaux de développement. Et oui, parce que moi je dis que c'est la moitié de la constituante populaire, c'est normal qu'on doit donner de l'importance. Et on voit nettement que beaucoup de choses ont été apportées, soit dans le cadre de la lutte contre les zones d'ombre, où beaucoup de moyens financiers ont été mis en exergue, et on voit une nette amélioration des conditions de vie. Les dernières augmentations salariales, tout cela nous amène à parler maintenant que l'équitabilité des chances, la légalité sociale
est maintenant mise en exergue en Algérie. On est en train de travailler d'arrache-pied pour que tous les secteurs ministériels doivent contribuer, doivent avoir leur contribution dans le cadre de faciliter et donc même quand on parle de l'accès aux édifices publics, que l'accès aux différents services que l'État offre à la population, tout le monde doit avoir les mêmes chances, les mêmes droits aussi. Et pour cela, je dirais que les catégories particulières, ainsi que la femme, la personne âgée, qu'on parle de la personne âgée actuellement, la personne âgée a sa place aussi dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie. Soit à travers toutes les décisions des pouvoirs politiques, soit à travers ce que le ministère de la Solidarité offre dans le cadre du milieu institutionnel. Donc on parlera aussi de tout cela. L'égalité des salaires, chose qui existe en Algérie depuis... Elle n'existe pas ailleurs. Justement, qui n'existe pas. Même dans les pays développés. Les femmes et les hommes sont payés exactement pareil, alors qu'ailleurs, ce n'est pas Écoutez, moi, si on parle de cette égalité de chance en Algérie, parce que ça, c'est les fondements de la société algérienne. L'appel du 1er novembre, il a institué l'État démocratique algérien, l'égalité entre toutes les composantes de cette société. C'est pour ça qu'on voit même qu'actuellement, on est en train d'œuvrer à ce qu'il n'y a plus de cette équitabilité même zonale. Quand on parle du Grand Sud, de la steppe, du Nord et tout. Donc on constate qu'il y a beaucoup de facilité maintenant à s'installer au niveau soit de la steppe, soit au niveau du Sud. Donc beaucoup d'avantages sont mis en exergue afin de permettre à tous les Algériens de bénéficier de la même manière des prestations fournies. Oui. Et la protection de la femme, justement, Madame Aïda Mché, la protection de la femme est un chapitre très important pour l'ONPPO aussi. Nous, on ne dissocie pas tout ce qui est enfance et famille, c'est les parents. Mais aussi, maintenant, protéger une femme, c'est protéger une famille. Moi, je dirais écouter la maman avec une oreille différente. Parce que vous savez, aujourd'hui, si on parle de signalement de ces situations difficiles, tout ça, pas forcément on relève juste le signalement lui-même, mais l'accompagner dans sa demande à elle. Des fois, ils ont besoin de définition, de revenir sur des situations, de demander, par exemple, des modalités, surtout si on parle de l'éducation de leur enfant. Aujourd'hui, vous nous apportez quelque chose de très intéressant, entre parenthèses, l'handicap et la différence des enfants. Il y en a des mamans qui sont vraiment exclues, qui sont seules dans leur territoire, qui sont isolées. Avoir un numéro vert gratuit permet à ces mamans justement d'appeler, de demander de l'aide, et c'est là le rôle des psychologues qui veillent à écouter, accompagner, donner l'information juste, orienter, mais aussi à remettre dans le réseau. Souvent, vous savez, la demande d'aide pour manifester et faire le premier pas comme ça, pour faire bouger les choses, ce n'est pas forcément ces choses faciles, même s'il y a la détresse derrière. Mais si on motive, si on réoriente, si on est là pour aider et remettre les gens dans leur réseau, ça permet d'aider et puis à revenir à éviter et à justement se tenir pour qu'il n'y ait pas d'autres incidents, pour qu'il n'y ait pas ces situations de danger qui peuvent nuire à la famille tout entière. Exactement. Mais des mesures aussi visant à améliorer l'accès à la santé aussi. D'expérience, moi, vous me tendez la perche pour que je puisse parler du comité thématique de la santé de l'enfant. Vous savez, ça s'est chapeauté par par le professeur Tepti, mais aussi englobe plusieurs pédopsychiatres avec des professionnels qui travaillent dans l'éducation, l'aide et le soin de l'enfant. Ça nous a permis quand même de réaliser plusieurs projets. Aujourd'hui, si on parle juste de l'expérience de ces caravanes dans les incendies qu'on a vécu récemment pour l'accompagnement des familles, mais aussi la caravane aussi de la santé mentale de l'enfant qui était une initiative pour promouvoir justement à la santé mentale. Aujourd'hui, on parle de la santé physique, de l'accompagnement de la famille, mais santé mentale, c'est beaucoup plus profond. Il faut vraiment définir, consulter, prévoir. Il faut savoir aussi diagnostiquer à temps et
et précocement pour pouvoir vraiment aider ces enfants, mais justement de les remettre avec, moi je dirais, des professionnels qui sont directement liés, parce que chaque région, elle a ses personnes ressources, ses institutions, mais aussi faire le déclic pour qu'on puisse vraiment aider les familles qui ne peuvent pas, qui ne savent pas, ou qui n'ont pas les outils pour pouvoir porter haut et fort leurs paroles, mais aussi comment enrichir aussi le terrain avec des professionnels qui sont formés dans le domaine pour qu'ils puissent lire de près et accompagner justement ces enfants. La santé mentale n'est pas des moindres, vous savez, ça peut vraiment aider les familles, mais aussi récupérer toute une génération dans la différence et dans la richesse de leurs compétences. Et on a réalisé... Oui. Ça me tient vraiment à cœur. On a réalisé de très grands progrès concernant la santé en Algérie. Déjà, c'est un droit fondamental, mais aussi on a lutté, c'est gratuit, on a lutté contre certaines maladies infantiles, ce qui est extraordinaire. On ne se rend pas compte à travers les années, mais quand on se pose et on regarde ce qu'on a vécu, on se dit waouh, ça a été fait, un travail. Il y a eu des améliorations. Voilà. Mais aussi, on se projette aussi avec les objectifs de développement durable dans un autre volet, là où vraiment on est en train d'instaurer tous ces programmes autour de ces ODD qui vont nous permettre de consolider un peu le travail de terrain, mais aussi de valoriser, comment vraiment étudier. Mais ça, c'est dans la complémentarité de tous ces programmes mis sur le terrain. Effectivement, cela nous ramène à parler du rôle des cellules de proximité et de solidarité qui sont mises. Actuellement, on a 275 cellules de proximité qui est constitué de professionnels du terrain. Ces gens-là, ces équipes plutôt, qui sillonnent presque toutes les zones où il y a un travail à faire. Ces enquêtes de ménage nous emmènent toujours à proposer des solutions aux familles qui ont besoin d'être aidées. Donc on peut dépister aussi, soit des maladies, soit des enfants. Il y a des caravanes justement qui sont organisées pour, par exemple, le dépistage du cancer du sein. Mais en dehors des caravanes, moi je parle du travail qui est tracé tout au long de l'année. Tout au long de l'année, c'est le travail d'arrache-pied pour essayer de dépister, de découvrir des zones d'ombre, des zones où des gens qui ont besoin d'être aidés, de prise en charge, de soins médicaux. D'ailleurs, elle est constituée d'un médecin, d'un psychologue, d'une assistante sociale. Donc, ce travail-là a vraiment donné beaucoup de bons résultats qui nous emmènent maintenant à mieux cerner les besoins, à mieux orienter les gens. Maintenant, dans le cadre de la formation professionnelle, lorsqu'on constate qu'il y a des femmes qui veulent réellement s'associer dans notre trajectoire de formation afin de leur permettre d'avoir un outil de travail, et d'être par la suite une famille productive. Donc c'est énorme comme valeur ajoutée dans le cadre de la société algérienne. Je dirais aussi que dans le cadre médical, l'éducation précoce des cas qu'on constate, soit dans le cadre des PMI, soit dans le cadre des caravanes qui sont organisées un peu partout en Algérie, cela nous pousse toujours à travailler d'arrache-pied ensemble. On parle d'intersectorialité ministérielle, et c'est ça le travail réel. Maintenant, on doit parler de la solidarité intersectorielle dans le cadre de la solidarité ministérielle aussi. Bon, je parle de la famille, il y a 12 ministères qui œuvrent actuellement dans la même trajectoire, parce que je pense que œuvrer dans ce sens, c'est améliorer le cadre de vie, c'est apporter de la valeur ajoutée, apporter de la richesse, et c'est ça notre but. En fin de compte, c'est comment répondre aux besoins au moment opportun. On ne peut pas laisser. D'ailleurs, même les plateformes numériques qui ont été mises actuellement dans le cadre des réseaux sociaux, on a mis quatre plateformes. La première, c'est les conseils familiaux qui sont pris en charge par nos psychologues. Signaler une personne âgée en détresse, signaler une enfance maltraitée et même le signalement de familles en détresse. Donc tout cela, et le numéro vert existe, actuellement le 1527, il existe donc à travers Mobiliste. Donc il y a double traitement de dossiers au niveau central et au niveau décentralisé au niveau des DAS. Donc c'est pour ça qu'on arrive dans un ordre de dépister quelques cas qu'on prend en charge
dans le moment opportun. Et la prise en charge surtout aussi des personnes âgées, vous en avez parlé au début? Les personnes âgées, maintenant, je dirais que c'est un cheval de bataille du ministère de la Solidarité nationale afin de permettre à cette catégorie, je dirais, très chère à nos cœurs, de revenir à leur rôle initial, un rôle d'éducateur, d'orientation, de prise en charge des problèmes familiaux aussi. Parce que, qu'on ne le veuille ou pas, la personne âgée restera toujours... c'est le pilier de la famille. C'est le pilier, il est tracteur d'une synergie de connaissances, d'expériences, soit dans le cadre de la vie, soit dans le cadre professionnel. Donc, on doit prendre en charge. Cela nous a amené à créer dans les établissements d'accueil de ces personnes, ce qu'on appelle les fermes pédagogiques. Les fermes pédagogiques, c'est un moyen pédagogique et thérapeutique afin de permettre à ces gens-là, à cette catégorie de population, de revenir à la production. Se sentir utile. C'est très utile maintenant. Oui. Je pense même que la résolution de Madrid 2020-2030, elle parle aussi de redonner à la personne âgée la place primordiale, la place de leadership au niveau de la famille. Oui. Donc c'est ça notre cheval de bataille actuellement au niveau du ministère. La ministre de la Solidarité nationale ne cesse d'accentuer les efforts sur ces axes. Donc ce que nous développons actuellement dans son sens est très positif. Nous pensons que l'année 2023, ce sera une année de réussite, une année pleine où beaucoup de choses vont être réalisées, soit dans notre secteur, soit dans les autres secteurs ministériels. Très bien, merci. Donc tout de suite, nous allons passer à la rubrique de Wahida Salim Cherif, Oui Cher, et on continuera le débat tout de suite après. Oui Cher. Moi, je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, je pense que vous aussi, c'est le climat, l'environnement. On en parle souvent, mais on l'oublie. On essaie vraiment de se rappeler de l'environnement dans certaines dates précises, mais quand il s'agit d'un événement marquant, on le met toujours de côté. On se dit, celui-là, on va revenir plus tard pour pouvoir en débattre et trouver des solutions. Donc, ces derniers temps, on entend de plus en plus parler de justice climatique. Donc, c'est quoi la justice climatique? J'ai expliqué à nos téléspectateurs, c'est un terme qui est récent, donc venu consacrer le fait qu'au-delà de l'impact environnemental, le changement climatique a également des répercussions sur l'économie, la politique, l'alimentation ou encore l'énergie. Donc, c'est une nouvelle logique d'élaboration et d'articulation des politiques publiques, d'atténuation et d'adoption. Elle nous permet de préserver efficacement et durablement le droit à un environnement sain pour tout le monde. Donc, ce mouvement, il a pris de l'ampleur ces dernières années. On en parle de plus en plus lorsqu'on fait des réunions au niveau international ou mondial. C'est de trouver des solutions. On implique toute la planète, que ce soit de la société civile, des entreprises ou des gouvernements. Donc, la justice climatique naît d'initiatives de lutte contre le réchauffement climatique. On essaie de trouver des solutions avec des associations, des collectifs, des citoyens. Donc, on est de plus en plus nombreux à pointer du doigt l'inaction climatique de certains pays ou entreprises. Donc, certains pays ne se sentent pas vraiment concernés alors que c'est les premiers polluants de la planète. Voilà, et ça, c'est très grave, surtout si on est concerné, on se dit, ça ne me regarde pas. C'est comme un peu l'histoire de la dénonciation des personnes en détresse, voilà. Je regarde ça de loin et je me dis, mais allez, ça ne me concerne pas. Moi, je fais de mon mieux de mon côté. Donc, et on observe de plus en plus des changements climatiques et on se dit, mais allez, la pluie, elle ne tombe pas, ça va venir demain, après-demain. Je surveille la météo régulièrement, je me dis, mais c'est normal, mais on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'on est en train d'endurer. Donc, en ce moment, en Algérie, on estime que les températures vont augmenter de plus de 3 degrés. On a remarqué ça ces dernières années, d'ici 2050. Donc, vous voyez ce qu'on est en train de vivre actuellement. Imaginez, d'ici 2050, les températures vont encore augmenter de 3 degrés. Si là,
ces dernières semaines, on est en train de se dire il fait chaud. Rajoutez 3 degrés d'ici 2050, vous allez voir qu'il va faire encore plus chaud si on ne va pas réagir tout de suite. Il y a aussi les chutes de neige qui ont vraiment baissé de 40% dans plusieurs régions de l'Algérie. Donc là, on est émerveillé par les petites neiges qui sont tombées. C'est vrai que ça fait longtemps, ça fait un moment qu'on n'a pas eu une chute de neige comme cette année. Exactement. Tout le monde en a profité, on était émerveillés, c'est vrai. Et encore ça, c'est moins 40% de ce que nos parents ont vécu ou nos grands-parents ont connu. Voilà. Nous aussi, hein, quand on était Exactement, petits, hein. exactement. Et là, il est temps de tirer l'alarme et de parler d'environnement et de notre engagement pour protéger notre planète, essayer de faire de notre mieux et mettre en disposition des règles et des lois pour vraiment faire partie du développement durable de notre planète. Voilà, ça c'est concernant une petite touche parce que ça me tient vraiment à cœur l'engagement. L'environnement, oui c'est vrai, voilà. à chaque émission tu reviens souvent sur l'environnement et l'importance de protéger notre environnement. Et on est tous concernés, il n'y a pas que les professionnels ou les spécialistes ou les grandes entreprises qui sont concernées, nous tous on est tous concernés. Donc ceux qui sont en train de nous regarder, allez vous renseigner, c'est de faire de votre mieux pour participer au développement durable de la planète. Exactement, c'est protéger l'environnement, c'est protéger notre maison. La maison, c'est la famille, et la famille, c'est le noyau de la société. C'est la société, la famille, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc il faut protéger l'environnement comme on protège notre famille. Et aussi, en parlant de protection et tout ça, et aussi le travail aussi. La protection du travailleur comme tu disais, Wahida, la protection des travailleurs, c'est ça? Voilà, exactement. Donc, vous voulez que je vous parle aussi de la protection des travailleurs? Donc, depuis quelques temps, l'Algérie a renforcé des lois et des réglementations pour garantir des conditions de travail justes et équitables pour tout le monde. Donc, on en parle depuis le début, on dit équitable entre hommes et femmes, ça, on n'a pas de souci. Par contre, on oublie souvent l'environnement adéquat pour qu'on soit productif. Alors que nous avons des lois qui nous protègent, nous avons des lois qui obligent les chefs d'entreprise à créer un environnement créatif, un environnement confortable et sain pour les travailleurs. On a plus que les lois, on a la Constitution. Exactement. C'est la Constitution qui vient de concrétiser cet aspect d'environnement. Donc, je dirais que l'environnement général doit être respecté par tout le monde. Maintenant, on doit parler de créer un nouveau mode. Voilà. Un nouveau mode de gestion, un nouveau mode de vie aussi pour les Algériens. On doit apprendre à mieux à économiser l'eau, on va économiser beaucoup de choses, l'énergie. Donc on voit ce qui se passe actuellement au niveau des pays d'Europe. Donc maintenant, notre consommation en Algérie n'a pas changé à ce jour. Moi je dirais qu'on ne prend pas d'une manière très sérieuse ces changements climatiques. Donc à nous maintenant, dans cette Algérie nouvelle, où je dirais que l'égalité sociale est assurée, ça veut dire que le comportement du citoyen doit changer aussi. Il faut une éducation. Et oui, il faut une éducation. C'est pour ça que la création, soit du Marsad de la société civile, soit le Haut Conseil de la jeunesse, soit toutes ces institutions qui sont en train de naître et de voir le jour, d'adhérer dans cette trajectoire de redonner l'aspect environnemental d'une manière très adéquate et créer ce qu'on appelle un mode de vie et référence, soit impact social et référence sociale, où tous les Algériens doivent adhérer à ce sujet-là. Et on est tous concernés encore une fois. Il y a aussi un autre point, si vous permettez, c'est notre diversité culturelle aussi. Nous avons un patrimoine riche que nous devons sauvegarder et promouvoir. Et c'est ça maintenant, c'est pour ça qu'on parle. Si on parle de la famille productrice, c'est ça notre but maintenant. C'est comment redonner au produit artisanal. Parce que le produit artisanal, qu'on le veuille ou pas, a été récupéré par beaucoup de nations. Et en réalité, c'est un produit algérien. Donc maintenant, à travers le travail qu'on est en train de faire, on est en train de valoriser ce produit, le rendre d'une manière acceptable au niveau mondial. Et c'est ça notre but maintenant, c'est comment redonner à la famille productrice le rôle essentiel, comment fédérer ensemble avec beaucoup d'autres, avec plus de secteurs ministériels qui sont actuellement sur ce sujet-là, de redonner un aspect environnemental au niveau même des zones rurales. Dans les zones rurales maintenant, il y a ce qu'on appelle des spécialisations de produits artisanaux, et c'est ça notre but, c'est d'aller en ce sens-là. La création de la richesse peut contribuer pleinement dans l'épanouissement de la personnalité, et je dirais que même dans le cadre du produit national brut, on constate que cette frange de population
contribuer pleinement dans le cadre de l'amélioration, soit du cadre de vie, soit dans le cadre de l'environnement général. Même on a, dans ces cadres-là, la famille productrice est rentrée pleinement, même dans le cadre de ce qu'on appelle la solidarité verte, l'économie verte aussi. Donc c'est ça qui nous pousse maintenant à dire que ce travail doit être planifié d'une manière judicieuse afin de permettre à tout le monde d'adhérer et de créer un modèle de vie qui prend en les spécificités des Algériens. Labelliser peut-être le produit artisanal algérien pour qu'il ne soit pas repris ailleurs? Non, maintenant on constate qu'il y a un intéressement soit dans d'autres secteurs ministériels. Il y a même des programmes dans chaque wilaya. Oui. Il faut aller, il faut se déplacer parce qu'on a tendance, on a un peu pris le pli de rester dans notre petit coin, essayer de collecter une information de mes voisins, de mon entourage. Moi je dirais que Covid a eu un impact très négatif. Les 2 dernières années, on a vécu 2 dernières années très rudes, très sévères. Mais maintenant, je pense que l'année 2022 était une année économique qu'on a réalisé beaucoup de choses. Maintenant, les années à venir resteront pour nous un espoir de revoir les Algériens se remettre au travail d'une manière très adéquate. Oui. Voilà. C'est vrai que la période du Covid n'a pas été simple. Ça a dû très compliqué pour toutes les familles, même pour tous les commerçants, pour tout le monde, où tout le monde a dû s'arrêter. C'était une situation inattendue et exceptionnelle. Voilà, c'est le mot. Oui, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas qu'on oublie rapidement. Il faut qu'on mette en exergue, en œuvre, toutes les potentialités possibles afin de rattraper le retard qu'on a enregistré et d'aller pour construire une nouvelle Algérie qui est basée sur l'aspect de l'égalité des chances dans l'accès à tous soit les services publics, soit dans le cadre fonctionnel, et même quand on parle de l'allocation chômage. Oui. L'allocation chômage, elle rentre aussi dans ce cadre-là. Exactement. Oui, maintenant, on a plus de 2 millions de jeunes universitaires, soit issus de la formation professionnelle, soit issus d'autres cycles de formation, qui bénéficient de cette indemnité. Et je pense que cette indemnité, c'est une valeur ajoutée au revenu des familles. C'est vrai. Et ça encourage aussi les jeunes à essayer de trouver un travail. Non, c'est ça. Et malgré ces difficultés, on constate que le pouvoir d'achat des Algériens n'a pas été infecté comme d'autres. On constate qu'il y a beaucoup. Oui. C'est vrai. Donc la production, soit agricole, on constate une nette amélioration. On constate qu'au niveau du sud, beaucoup de zones maintenant deviennent ce qu'on appelle un Eldorado algérien, soit quand on parle de Mnia, quand on parle de l'ouest, de Biskra et tout. Et beaucoup de wilayas vont suivre parce que maintenant on est en train de penser réellement à redonner à ces régions la place primordiale dans le cadre de la production nationale. Exactement. Et quels sont les projets? On va parler peut-être du futur et des projets qui sont en cours de réalisation. Voilà, on parle de choses qui se réalisent actuellement dans cette Algérie nouvelle. C'est quelque chose d'extraordinaire. On parle de Raj Bilet, qui était pour nous un rêve à certain moment donné. On avait des années, mais maintenant c'est une réalité où on constate que cette zone de Raj Bilet va dans un proche avenir très proche, redevenir une zone où beaucoup de choses vont être réalisées, où la vie va être redonnée, parce que c'est des zones qui ont été désertées, parce que c'est rude et tout. Mais maintenant, on pense que la réalisation, ce que l'Algérie actuellement réalise dans ces zones-là, va permettre aussi de désenclaver des régions, va mettre de mettre ce qu'on appelle un équilibre régional dans le cadre de la création de la richesse. Donc, on constate que beaucoup de choses, Inch'Allah, 2023, ce sera une année exceptionnelle pour l'Algérie. Inch'Allah. Oui. Moi, je dirais, je reviens un peu à ce volet justice, pour qu'on puisse, justice sociale, pour qu'on puisse vraiment revenir à la richesse. Vous abordez plusieurs volets. Le produit artisanal n'est qu'un seul volet. Cette richesse artistique, culturelle, fait qu'on est très différent dans la culture, dans la transmission de cette richesse, moi je dirais d'une génération à l'autre, culturelle dans l'identité elle-même, dans le chant, dans l'éducation qui varie d'une région à l'autre. Aujourd'hui, à travers
tout ce mouvement, on peut capter quand même quelque chose qui peut donner cette richesse dans l'enfant algérien de différents territoires. Les assises qui étaient l'un des projets, les premières assises autour de la situation et de la réalité de l'enfant en Algérie, je crois que ça c'est suite à la participation, mais aussi à la présence de nos décideurs, c'était un événement phare qui peut nous donner quand même un vrai volet pour qu'on puisse vraiment revenir à la situation d'enfant, mais aussi le projet de réaliser le plan national de l'enfant algérien autour de différentes thématiques. Aujourd'hui, il faut consolider un tout petit peu tous ces volets pour qu'on puisse vraiment revenir à restructurer les vrais volets concernant l'enfant. Donc, tout ce qui peut être santé, éducation, protection sociale et familiale, cette richesse aussi culturelle, mais aussi impliquer le volet de l'enfant lui-même qui porte sa propre parole pour qu'on puisse vraiment avoir et reconstruire une société avec ce volet. Je crois que travailler tous ensemble nous permet quand même de consolider, de réfléchir tous ensemble, mais aussi voilà, d'avancer. C'était un peu le 30e anniversaire de la ratification de la Convention. Moi, je crois que voilà, dans tout ce qui va venir, c'est un nouveau souffle et une nouvelle approche avec un nouveau programme concernant l'enfant algérien, Inch'Allah. Inch'Allah. Et vous travaillez aussi au ministère de la Solidarité Oui, sur l'enfance, oui, bien sûr. On a nos centres spécialisés de prise en charge, soit de l'enfance en difficulté, soit de l'enfance abandonnée. Donc, on a essayé sur notre programme ministériel de prendre en charge toutes les insuffisances, bien sûr, au niveau soit de la kafala. Maintenant qu'on a permis aux gens maintenant de donner leur nom de famille à ces enfants afin qu'ils puissent d'une manière se sentir d'une manière intégrer la société d'une manière tout à fait normale, soit dans le cadre des programmes pédagogiques, ces enfants qui peuvent maintenant suivre la scolarité, la formation professionnelle. On a essayé d'humaniser ces institutions à travers soit des activités pédagogiques, soit un accompagnement dans le cadre de la création de la micro-entreprise. Donc je pense que tout ce qui est en train de se faire actuellement dans nos établissements est facteur très favorable pour que ces enfants-là puissent réussir leur vie. C'est ça, créer de la justice sociale, mettre tout le monde sur le même pied d'égalité pour l'accès soit à l'emploi, soit l'accès à la formation, l'accès à la... Oui, à la... Non, quand on parle de la santé, là, je dirais que l'Algérie possède l'une des plus importantes, je dirais, fonctionnement médical. Donc on ne parle pas de la pratique, je parle de l'organisation de la médecine en Algérie, du côté médical. Je pense que dans les points les plus éloignés, on trouvera un centre de santé, un médecin. Dans nos polycliniques, les spécialistes ils sont là. Donc les rendez-vous ne sont... Il y a des pays d'Europe où tu ne peux pas avoir un rendez-vous d'un spécialiste. C'est surtout gratuit. C'est après 6 mois. Ah, non, parle pas de la gratuité de l'acte médical lui-même. Oui. Donc tout cela rentre dans le cadre que l'État algérien est par je dirais, social, par d'une force, je parle, c'est une conviction. On fait, là, je dirais toujours que le fondement de la société algérienne restera toujours un fondement. Et je dirais, en fin de compte, qu'on n'a pas choisi d'être algérien. On a eu de la chance de l'être. C'est pour ça qu'on doit travailler d'arrache-pied pour essayer de montrer que les Algériens sont une nation qui a, je dirais qu'on pourra être, de jouer le rôle primordial de l'Algérien au niveau de cette zone. S'il y a une zone de turbulence, on doit essayer de travailler ensemble afin de promouvoir cette personnalité qui a eu maintenant le respect de tout le monde. Il faut aller voir, lorsque tu dis que je suis algérien, soit au niveau palestinien, soit au niveau du monde arabe, soit au niveau européen. Donc la personnalité revient deux fois en force et c'est pour ça qu'on doit essayer de travailler afin de permettre à cette Algérie de se promouvoir d'une manière pleinement. Merci. Voilà. Merci à vous d'avoir participé. Alors je rappelle, Monsieur Djemal Larahim, vous êtes chef de cabinet au ministère de la Solidarité. Merci encore pour votre présence. Madame Aïda Mché, vous êtes sous-directrice à l'organe national de la protection et promotion de l'enfance. Merci aussi pour votre intervention. Je vous remercie.
je me suis trompée. Alors, c'est chef cabinet au ministère de la Solidarité, c'est ça? Oui. Voilà. C'est la solidarité nationale. Voilà. De la famille et de la condition féminine. Exactement, surtout. Wahida, on se donne rendez-vous demain? Oui. Inch'Allah, avec même plaisir. chaîne, même heure. Même heure. Inch'Allah. D'autres invités. Avec un autre d'autres sujet. invités et un autre thème, justement le thème de demain, un thème qui va intéresser plus d'un, qui est important aussi, c'est le divorce. Demain, on va parler de divorce. Ce sera à partir de 10h30 sur Canal Algérie. Portez-vous bien, passez une bonne journée. Au revoir.